Barack Obama, élu 44e président des États-Unis. La jeune Europe se dote d'institutions nouvelles, un conseil des ministres des Affaires étrangères. Pour l'instant, il n'y a pas de cessez-le-feu. Yalta s'est terminé ce jour même à Paris. Chacun veut venir saluer l'ouverture du mur. Des centaines de civils ukrainiens ont d'ores et déjà été tués. Fabriquer la diplomatie, c'est aussi penser l'avenir et imaginer l'après. De nombreux États ont doté leur ministère des Affaires étrangères de structures plus ou moins indépendantes qui ont pour vocation de décrypter la marche du monde et d'en tirer des conseils, des orientations, qui viennent alimenter l'écriture de la politique internationale du pays. En France, depuis 1973, l'équipe du CAPS, le Centre d'analyse, de prévision et de stratégie, capte les grandes tendances de l'environnement international et se prête au difficile exercice de l'anticipation. Cette série, CAPS, 50 ans de futur, offre le récit de la création de ce centre à la fin de la guerre froide et des grands moments charnières des relations internationales, racontés par les voix des femmes et des hommes qui les ont pensés. Mon nom est Pierre Luller, je suis un diplomate de carrière. Je suis Muriel Domnac, j'ai été directrice adjointe du Centre d'analyse et de prévision. Justin Weiss, j'ai eu la chance de diriger le CAPS. Je suis Jean-Marie Guéhenno, je suis arrivé à la direction... Je suis Marie Dumoulin, j'ai été au CAPS de 2016 à 2018. Mon nom, Thierry de Montbrial, le premier chef du Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères. Vous écoutez CAPS, 50 ans de futur. Une série du podcast Sources diplomatiques. Je suis Muriel Domnac, je suis actuellement ambassadrice représentante permanente de la France auprès de l'OTAN. J'ai été directrice adjointe du Centre d'analyse et de prévision entre 2007 et 2009. Je suis arrivée au CAPS, je dirais, dans un double mouvement. D'abord, il était de tradition que le directeur adjoint du CAPS est un profil dit politico-militaire, une filiation politico-militaire qui avait amené Pierre Lévy, à l'époque directeur du CAPS, à me proposer cette mission. Et je dirais un goût personnel pour la réflexion associée à l'action, qui est aussi, s'agissant du CAPS, un héritage familial. Je viens d'une famille d'intellectuels. Mon grand-père, Jean-Marie Domnac, qui avait été directeur de la revue Esprit, nous a dit depuis tout petit, il faut penser contre soi-même et apporter, comme on dit, une deuxième opinion au sein de notre politique étrangère. C'est aussi une des missions du CAPS. Et il se trouve que mon père, Jean-Luc Domnac, qui est un spécialiste de la Chine, a rejoint le CAPS au début des années 1980. Il m'avait parlé, ça m'avait beaucoup marqué, adolescente, d'une note de décembre 81 qui portait en fait la contradiction au ministre des Affaires étrangères de l'époque en réaction à sa formule suite au coup d'État de Jaruzelski en Pologne. Bien entendu, nous ne ferons rien. Et cette note s'appelait « Plaidoyer pour une, entre guillemets, ingérence dans les affaires intérieures polonaises ». J'avais fait le choix, comme directrice adjointe du CAPS entre 2007 et 2009, de publier cette note dans les carnets du CAP parce qu'elle porte témoignage à la fois de la pertinence de leur vision, c'est-à-dire qu'ils plaidaient qu'entre la menace envers l'URSS et l'inaction, il y avait une voie qui était celle de l'action, de mesures à la fois économiques et politiques, et d'une pression sur la Pologne de Jaruzelski et l'URSS, qui donc avait procédé à ce verrouillage, ce coup d'État du 13 décembre 1981. L'originalité de cette note, c'est qu'elle apporte véritablement une seconde opinion. C'est un contrepoint à la remarque du ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui avait dit le jour même du coup d'État, le 13 décembre 81, bien entendu, nous n'allons rien faire, donc après le coup d'État, et qui indiquait que toute action serait une ingérence dans les affaires intérieures polonaises. Voilà. Et ça, c'est aussi la marque de fabrique du CAPS, d'être capable d'apporter cette seconde opinion et finalement d'enrichir notre politique étrangère en nous amenant à questionner nos certitudes. Et questionner nos certitudes,
C'est un des axes qui ressort des États généraux de la diplomatie qui ont été conduits cet automne, alors même que notre cœur de métier évolue. Sortir des sentiers battus, ce que aux États-Unis, où ce type de structure qu'ils appellent Policy Planning Staff avait émergé, penser en dehors de la boîte. Comme ils disent, think out of the box. Alors, le CAP et ses membres sont à la fois des diplomates et des intellectuels, et c'est vraiment ce mélange de personnalités, ce moment particulier dans la carrière des diplomates qui fait prendre une dynamique, évidemment pas d'opposition, nous agissons comme des fonctionnaires, mais de questionnement, de contrepoint, et qui donne une capacité à la fois de contradiction, d'anticipation et aussi de valorisation des approches françaises dans le débat d'idées. Donc, poil à gratter, certes, mais au service de notre politique étrangère. Le livre blanc sur la politique étrangère de la France a été lancé après l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République et l'arrivée de Bernard Kouchner comme ministre des Affaires étrangères. À l'époque, on restait au Quai d'Orsay, marqué par la personnalité d'Alain Juppé, qui avait été un grand ministre des Affaires étrangères. Et il était venu naturellement qu'il lui soit confié la direction des travaux avec Louis Schweitzer, dans un moment où on percevait à la fois l'évolution de notre cœur de métier, l'impact des réductions de moyens, à la fois humains et d'intervention sur notre capacité à remplir des missions qui allaient croissantes, et puis aussi des facteurs d'évolution du contexte de notre action dans le monde, en particulier l'émergence d'acteurs non étatiques, la primauté finalement des sociétés civiles dans la formation de nos politiques étrangères, et puis Internet, qui était à la fois un amplificateur de messages portant la contradiction parfois à nos approches, mais aussi un relais potentiel. Ce livre blanc, il avait associé des personnalités de la société civile en France, à la fois des universitaires, mais aussi des ONG, des entreprises. Et il est d'ailleurs mentionné dans les États généraux de la diplomatie qui ont été conduits l'automne dernier, comme une des démarches qui avait préfiguré ces États généraux. Mais je dis bien préfiguré parce que je crois que les États généraux ont conduit un travail formé de chantier à la fois plus long, plus approfondi et surtout mieux ancré que le livre blanc de l'époque sur les problématiques budgétaires et de moyens. Le chantier qu'on a aujourd'hui sur l'influence et sur l'action d'influence de la France dans le monde, qui associe les leviers à la fois culturels, intellectuels, économiques, avait été lancé à l'époque. Donc, l'anticipation des tendances, bien entendu, de ce qui va structurer les relations internationales, mais surtout, disons, le développement de leviers d'action pour nous adapter à ces évolutions, plus que la prédiction de comment sera le monde en 2020. Cela étant, ça fait aussi partie des missions du CAP de faire, dirons, des scénarios. Ça permet de stimuler non seulement notre réflexion, mais notre action. Et ce jeu de scénario, ce qu'on appelle le wargaming chez les militaires que je fréquente beaucoup et que le CAP a toujours pratiqué, ça fait partie aussi d'ailleurs des recommandations des États généraux s'agissant de leur généralisation. Voilà. Because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America. Ce soir, avec ce que nous venons d'accomplir lors de cette élection, le changement est en marche en Amérique. Ce sont les mots de Barack Obama, élu 44e président des États-Unis. L'élection de Barack Obama en 2008, j'en ai un souvenir personnel qui résonne dans ma mission aujourd'hui, puisque j'ai rencontré dans ce contexte mon actuelle homologue américaine, Julianne Smith, donc ambassadrice des États-Unis auprès de l'OTAN.
Et Julian Smith travaillait à l'époque au CSIS. Et il est dans le système américain que lors des alternances, les personnalités qui travaillent dans les think tanks rejoignent l'administration et inversement, les personnalités de l'administration dont le bord politique ne l'a pas emporté vont souvent dans les think tanks. Chez eux, d'ailleurs, ce jeu d'aller-retour permet d'enrichir la boucle action-réflexion. Et donc, en 2008, au moment où Barack Obama est élu, on sait que ce sont des personnalités qui sont dans les think tanks qui vont rejoindre l'administration. Et comme nous nous connaissions, puisque les think tanks sont l'interlocuteur naturel du CAP, eh bien, je me suis trouvée à passer la fin de la soirée électorale de novembre 2008, l'élection d'Obama, avec Julian Smith, l'allié américain au sein de l'OTAN. C'est, si j'ose dire, l'actionnaire majoritaire. L'impact de la présidence américaine à l'OTAN, il est essentiel. On l'a vu sous la présidence de Donald Trump, un président américain qui est extrêmement rétif, non seulement au multilatéral, or l'OTAN est une organisation multilatérale, mais également à se lier à quoi que ce soit, qui a des sympathies personnelles, dont il fait une ligne politique pour des leaders autoritaires, ça a eu un impact sur l'Alliance Atlantique. Et du reste, celui qui a introduit un doute sur non seulement la pertinence de l'OTAN, mais également la validité de l'article 5, en 2018, c'était bien Donald Trump. Donc le constat qu'avait fait le président Macron d'une OTAN, le diagnostic sévère qu'avait fait le président Macron d'une OTAN en état de mort cérébrale, finalement, il exprimait tout haut en 2019 ce que tout le monde pensait tout bas dans les couloirs de l'OTAN. De mon expérience de stagiaire de l'ENA en Ukraine en 1997, j'ai retenu un principe qui était à la fois un héritage familial, mais aussi un des principes finalement du CAP, penser contre soi-même. Pourquoi ? Parce que en 97, disons, l'opinion commune sur l'Ukraine en France, c'était qu'il y avait deux Ukraines et finalement une identité nationale scindée. Deux Ukraines, une Ukraine de l'Ouest, plus nationaliste, une Ukraine de l'Est, plus pro-russe, entre guillemets, une Ukraine ukrainophone, une Ukraine russophone. Et en fait, en me rendant sur place et en y passant 6 mois, j'ai compris qu'il y avait une identité nationale ukrainienne qui était à la fois forgée par les tragédies, puisque en fait la famine orchestrée par le régime stalinien s'était déroulée dans les années 30, particulièrement dans les régions russophones, qui étaient fertiles et industrielles, et que donc ces mêmes régions qu'on qualifiait de pro-russes étaient en fait des régions qui avaient été ciblées particulièrement par le Holodomor, la famine, et que donc l'histoire avait forgé une identité nationale, mais aussi qu'il y avait une société civile qui, en sortant de la glaciation soviétique, était en train de se former aussi dans une différence envers la société russe. Alors, avec toutes les difficultés de l'époque, la corruption et des enjeux de modernisation de l'économie qui donnaient lieu à l'accaparement des richesses par des oligarques, on voyait une société en mouvement et une conscience nationale forgée par l'histoire et forgée par la volonté des gens de sortir de la période soviétique. Donc, ce que j'ai gardé de cette période, c'est l'existence d'une conscience et d'une identité nationale ukrainienne contre ce qui était l'opinion commune un petit peu dans le débat intellectuel français et aussi d'ailleurs souvent dans des notes du Quai d'Orsay. Et donc penser contre soi-même, cette seconde opinion, je crois que c'est aussi ce qu'apporte le CAP et donc je verrai un lien entre mon séjour en Ukraine et mon passage au CAP. Mais d'une manière générale, vous savez, le passage au CAP, beaucoup d'entre nous le diront, c'est une période féconde dans notre carrière qui irrigue la suite de notre parcours.
En 2008, Pierre Lévy, à l'époque directeur du CAP et aujourd'hui ambassadeur à Moscou, avait conduit une série de tables rondes avec l'association Mémorial, qui en Russie portait le combat de la société civile pour garder la mémoire des crimes du stalinisme. Et Mémorial commençait à être mise sous pression. Mémorial qui aujourd'hui est pourchassé. En 2008, à l'époque, venait de voir ses archives saisies à Saint-Pétersbourg. Et Pierre Lévy, sur la proposition de Thérèse Delpech, qui était une des intellectuelles avec lesquelles on travaillait beaucoup, avait conduit des tables rondes avec Mémorial, à la fois contribuer par nos échanges à leur travail, mais également pour marquer notre soutien. Et je parlais tout à l'heure de l'affiliation que nous avons tous entre l'action que nous avons eue au CAP et la suite de notre carrière. Pierre Lévy, ambassadeur à Moscou, a poursuivi ses liens avec Mémorial. Et d'ailleurs, quand le président de la République, Emmanuel Macron, est venu en Russie, Pierre Lévy, ambassadeur en Russie et ancien directeur du CAPS, avait organisé un entretien avec Mémorial. Vous écoutez CAPS, 50 ans de futur, une série du podcast Sources diplomatiques. Sources diplomatiques est le podcast du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, une plongée au cœur de la diplomatie française, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.